Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de rénover son logement tout en favorisant le réemploi et diminuer la production de déchets. Pour commencer, voici une image d'une montagne. Cette montagne représente les 24 millions de tonnes de déchets que produit le secteur de la construction chaque année en Belgique. Elle représente un tas qui dépasse de 100 mètres les pyramides de Gizeh. Tous ces déchets seront enfouis dans des décharges, soit incinérés, soit recyclés. La majeure partie de ces déchets est constituée de matériaux inertes comme la pierre, la brique, le béton, les dalles de ciment, etc. Cette fraction de matériaux inertes sera recyclée par concassage en granulats. Ici sur la diapositive, on voit l'exemple d'anciens seuils en pierre bleue, de carreaux de ciment et de briques de terre cuite qui, après concassage, vont perdre toute leur valeur intrinsèque et devenir un sous-produit utilisé pour l'empierrement des voiries et la confection des bétons. Alors on peut se poser la question de comment on en est arrivé là, car cela n'a pas toujours été le cas. Le réemploi était une pratique très répandue jusqu'au début du XXe siècle. Il faisait alors partie du processus de construction. Les bâtiments qui devaient disparaître étaient démantelés précautionneusement afin de pouvoir récupérer tout ce qui pouvait encore servir. À cette époque, la matière première coûtait cher et la main-d'œuvre était bon marché. La revente des matériaux démantelés générait du coup de gros bénéfices et compensait largement le coût de la main-d'œuvre dû au démantèlement. C'était tout un modèle économique qui tenait tout à fait la route. Alors, le basculement, il se fait vers 1920. C'est alors que la pression foncière se fait sentir, le temps et l'espace deviennent plus rares et donc ils deviennent des facteurs prédominants dans le coût des opérations immobilières. D'autre part, le coût de la matière première et des matériaux diminue grâce au développement des machines et des processus industriels. Il en résulte que prendre le temps de démanteler un bâtiment pour en revendre les matériaux devient plus coûteux que de démolir et évacuer vite fait les décombres. Ce qui se faisait à la main et qui permettait de récupérer un maximum de matériaux commence à se faire par des machines. On ne démonte plus, on démolit de manière sauvage, on ne trie plus et les décombres deviennent des déchets sans valeur dont on se débarrasse tant bien que mal. Jusqu'alors, démonter un bâtiment rapportait de l'argent, mais progressivement, cela coûte de l'argent. C'est ainsi que petit à petit, le réemploi devient une pratique de plus en plus marginale. Alors, comment peut-on inverser la vapeur? Comment diminuer les déchets et favoriser le réemploi? Dans la suite de l'exposé, on verra que cela passe par la valorisation de l'existant, par la mise en place de matériaux de réemploi et par la conception de projets qui permettent une évolution, que ce soit parce qu'ils sont adaptables spatialement ou démontables. Alors dans un premier temps, on va voir comment valoriser l'existant et ça commence par l'observation. Donc on va d'abord s'imprégner du bâtiment, regarder quels sont les éléments qui ont une valeur, quels éléments seront potentiellement gardés ou évacués. On observera leur état. Sont-ils en trop mauvais état? Peuvent-ils être réparés? Ou suffit-il de leur donner un coup d'entretien? Si on veut plus les utiliser, est-ce qu'ils sont facilement démontables? Quelles sont les quantités qu'on pourrait récupérer, etc., etc. Se poser toutes ces questions est une étape essentielle pour démarrer. Sans faire l'inventaire de l'existant, on risque de passer à côté de pas mal d'opportunités. Et ça peut se faire de manière assez simple. Donc voilà un exemple que HomeGrid propose, c'est un carnet qui pourra vous servir de base si vous voulez faire un inventaire chez vous. L'outil vous donnera une structure pour consigner vos observations et garder une trace qui pourra servir pour les étapes suivantes. Donc l'inventaire se fait pièce par pièce, et ici, on regarde par exemple la cuisine. On y trouve entre autres des carreaux de ciment au sol. Alors on va consigner la quantité et la taille. Ici par exemple il y a 7 mètres carrés et les carreaux font 15 sur 15. Le mode de fixation, c'est une pose sur un lit de sable. L'âge des carreaux, il doit s'agir de carreaux typiques du 19e siècle. Leur état est en bon état, sauf 5 carreaux près du seuil de porte. On peut même noter la première idée de ce qu'on pourrait en faire, par exemple les garder et les réparer, ou les placer ailleurs. Ici, l'idée, c'est de les maintenir en place et de remplacer les 5 carreaux qui sont cassés par ceux qu'on aurait récupérés sous l'évier.
Donc voilà, c'est sûr, on ne pourra pas répondre à tout et on n'a pas toujours les connaissances pour dater les éléments ou savoir si un élément est facile à démonter ou pas. Mais l'essentiel est de faire un premier pas et puis si on pense qu'il nous manque un peu d'informations, on peut toujours faire des recherches ou se faire aider. On vous montrera plus loin quelques sites qui vous aideront à peaufiner votre inventaire et Omgrade est là aussi pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc avec l'inventaire, on a pris conscience du potentiel de l'existant, on se sera posé la question de l'état des éléments. Maintenant, se pose la question que faire. La piste à privilégier en premier lieu est le maintien des éléments. Aujourd'hui, on a vite tendance à dire qu'un élément est obsolète, il est abîmé, un peu cassé, il ne répond pas tout à fait au goût ou aux exigences d'aujourd'hui, et hop, on le vire. Prenons le cas par exemple des châssis. La première chose que les gens pensent devoir faire en rénovation, c'est changer les châssis. Or, moyennant un bon entretien, une remise en peinture et s'il faut le remplacement de certaines pièces, on peut remettre à neuf un châssis. On peut même améliorer ses performances thermiques et acoustiques en augmentant son étanchéité à l'air par le rajout d'un joint et le remplacement du simple vitrage par du double vitrage. D'une manière générale, on a perdu l'habitude d'entretenir nos habitations, alors que l'entretien est la meilleure manière pour faire perdurer les choses. Il en va de même pour les installations techniques. Une chaudière, par exemple, bien entretenue, peut avoir une durée de vie bien supérieure aux 10-15 ans qu'on annonce. Et il existe un tas de techniques pour réparer, améliorer et remettre à neuf toute une série d'éléments. Omgrade a édité toute une série de brochures qui vous donnent des informations sur l'entretien, la réparation, l'amélioration et l'adaptation d'éléments de construction, comme par exemple le revêtement des sols, les portes et fenêtres, qu'elles soient en bois ou en métal, les corniches, les balcons, etc. Tout ça, vous le retrouverez sur notre site. Et voici aussi un autre outil intéressant, c'est le répertoire des métiers qui permet de trouver un artisan qui peut effectuer ce genre de travaux. Les artisans, ils sont répertoriés en fonction des matériaux ou des éléments qu'ils rénovent. À chaque nom d'artisan est attachée une fiche qui reprend les références de l'artisan ainsi que quelques photos de chantier qu'il a effectuées. Maintenir les éléments en place est la première chose à envisager, mais bien souvent, on a d'autres intentions et il faut évacuer les éléments. À ce moment-là, si le matériau en vaut la peine, on veillera à le démonter afin de permettre son emploi ailleurs, son réemploi ailleurs. Je dis bien démonter et pas démolir, car ce sont deux actions très différentes, et comme on l'a mentionné au début, aujourd'hui, on est les champions des démolitions, rapides et efficaces, mais tout ce qu'il en résulte, ce n'est qu'un gros tas de déchets. Donc pour pouvoir récupérer les éléments, il faut les démonter, pas les démolir. Les démonter, c'est plus délicat, et ça demande plus de temps et un certain savoir-faire. Le métier de stripper ou de démanteleur de bâtiments refait petit à petit surface. Depuis quelques années, des formations ont été mises sur place pour apprendre à démanteler les bâtiments en vue de stimuler la récupération d'un maximum d'éléments. Alors, si vous êtes bricoleur, il existe aussi toute une série de tutos qui expliquent comment faire. Par exemple, reuse.brussels, comme un livre de recettes pour le démantelage. Vous y trouverez toutes des indications, les outils nécessaires pour démanteler un élément, combien de temps ça va prendre, à combien de personnes il faut être pour le faire, par où commencer, et plein de choses très, très didactiques. Il y a aussi le site matériothèque.brussels, qui est un site qui a pour but de faciliter l'identification des éléments de construction quand on fait un inventaire. Il vous aidera à poser les bonnes questions et à trouver des réponses. Donc pour chaque élément identifié, il y a une structure qui est mise en place. Donc on va d'abord voir comment on peut faire un check-up de l'élément, quelles sont les meilleures manières pour l'entretien, les méthodes de déconstruction, comment les choses pourront être réutilisées par ailleurs. Donc voilà, ici on a fait le tour de quelques outils qui peuvent vous servir pour maintenir des éléments. Et maintenant,
Donc, voilà. Donc, si on veut faire du réemploi, il faudra d'abord s'imprégner du bâtiment, faire un inventaire. Il faut savoir aussi qu'il y a souvent des solutions pour entretenir, rénover, réparer les éléments, même les améliorer. Mais pour ce faire, donc pour pouvoir permettre un réemploi, il faut déconstruire et pas démolir. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Et je passe la main à ma collègue Hélène. Bonjour à tous. On va maintenant se pencher sur l'intégration de matériaux de seconde main dans une rénovation. Alors, quel est l'impact de la production des matériaux neufs? Ce graphique, qui est issu du livre de Rotor, Déconstruction et réemploi, sur ce graphique, on voit que la production d'un matériau neuf, et ici c'est le cas de la brique, a un impact environnemental important. Globalement, on estime que plus de 80% de l'impact environnemental d'un produit, il est généré par sa fabrication. L'usage de la brique de réemploi à la place de briques neuves, ça n'aura pas un impact nul, puisqu'il restera le transport, l'emballage et la production du mortier de pose, dans le cas de la brique. Mais l'impact global sera quand même divisé par 3. Donc, en intégrant des matériaux de réemploi, on agit à différents niveaux. Non seulement on leur évite de devenir des futurs déchets, mais on préserve aussi les ressources naturelles. Ceux qui ont l'habitude de faire appel à nous vont reconnaître cette image. C'est notre guichet d'information. Donc ici, on a fait du réemploi et on a fait appel à Design with Sense. Ce sont des designers mobiliers qui focalisent leur travail sur le réemploi des matériaux. L'aménagement, il a été réalisé en grande partie au moyen de matériaux de réemploi. C'est surtout des matériaux de multiplex de seconde main qui ont été utilisés pour les meubles et pour les portes coulissantes. On a aussi utilisé de la moquette de réemploi. Et on ne les voit pas sur la photo, mais on a acheté des chaises de seconde main. On a aussi décidé de conserver le carrelage existant, même s'il n'était pas au goût de tout le monde, pour éviter de produire des déchets. Donc nous, on a utilisé un certain nombre de matériaux qu'on s'est fournis sur le marché de seconde main, mais en réalité, il y a un très grand nombre de matériaux qui se prêtent très bien au réemploi. Que ce soit des matériaux qu'on a soi-même démontés, avec soin, comme l'expliquait Sophie tout à l'heure, pour les replacer ailleurs dans le logement ou pour les vendre ou éventuellement pour les donner, ou que ce soit des matériaux qu'on achète sur le marché de seconde main. La maison bruxelloise typique, elle est pratiquement totalement composée d'éléments qui sont récupérables, que ce soit, comme on les voit sur la photo, des briques, des carreaux de ciment, des sanitaires, des ports, des planchers et même des radiateurs en fond. Donc, c'est des matériaux qu'on peut très bien réutiliser in situ. Et si on n'en a pas assez et qu'on souhaite compléter, ce sont des matériaux qu'on trouvera très facilement sur le marché de seconde main. En Belgique, on trouve essentiellement des revendeurs qui se concentrent sur tous ces matériaux classiques du patrimoine belge, parce que ce sont des matériaux qui sont à l'abri des fluctuations de mode. Parce que le problème, c'est surtout le stockage qui prend de la place. Et alors, si le matériau ne s'écoule pas, ça va être une prise de risque pour le revendeur. Donc, certains préfèrent s'en tenir au classique. Oui, ce problème de stockage, c'est d'ailleurs ça qui fait que la plupart des revendeurs se situent en dehors de Bruxelles. Il faut de la place. Il y en a certains à Bruxelles, on le verra tout à l'heure, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace. La dia précédente, c'était vraiment les matériaux de la maison bruxelloise, mais ici, vous avez tous des matériaux de réemploi qui sont issus de grands bâtiments. Ces dernières années, la prise de conscience de l'importance du réemploi est de plus en plus grande, que ce soit au niveau politique, ou chez les entrepreneurs, ou les promoteurs, parfois uniquement pour redorer leur image, mais bon, c'est déjà ça, et parfois pour des raisons plus vertueuses. Mais en tout cas, ça a permis de sauver des matériaux en plus grande quantité lors de démantèlement de grands bâtiments. Par exemple, récemment, il y a un grand nombre d'écoles qui ont été modernisées. Et au lieu de faire table rase, il y a un inventaire et un démontage soigné qui a permis la récupération, notamment de carrelage en céramique et de carreaux de ciment, des
les années 30 en grande quantité, comme on les voit ici sur l'image. Donc, il y a des techniques d'inventaire qui ont été un peu plus poussées que ceux dont Sophie a parlé pour les particuliers en début de conférence, qui ont été mis au point pour les professionnels. Il y a différents organismes qui se penchent sur la question. Et donc, grâce à ce démantèlement de grands bâtiments, l'offre de seconde main, elle ne se limite plus au registre des matériaux anciens du patrimoine ou du brocanteur, même si donc, ces carrosseries sont dans ce registre-là. Mais il y a aussi, donc ce démantèlement de grands bâtiments permet aussi de récupérer des matériaux beaucoup plus récents. On a par exemple récemment la restructuration d'immeubles comme l'ancienne tour Philips, boulevard Anspach, la tour du World Trade Center, la rénovation de la gare du Nord, qui ont permis de récupérer, par exemple, comme on les voit sur l'image, des cloisons de bureaux, des plaques de pierre, des plaques de marbre, des sanitaires, des plafonds de bureaux, des panneaux de façade et même des isolants. Des isolants souvent de cloisons de bureaux qui peuvent ensuite être réutilisés pour le même usage ou pour un autre usage d'isolation. Donc, de plus en plus, on considère aujourd'hui les bâtiments comme un stock de matériaux et au moment de leur transformation, ils deviennent une source de matériaux plutôt que de produire uniquement du déchet. Donc, rien de mieux que quelques exemples pour s'inspirer et on va vous présenter quelques belles rénovations où le réemploi a tenu une place importante. Un premier exemple ici, il s'agit du réemploi in situ de radiateurs en fonte. In situ parce que c'est des radiateurs qui ont été récupérés sur place et puis réintégrés ensuite dans le bâtiment. Les radiateurs en fonte, ça se prête très bien au réemploi parce que leur longueur peut même être adaptée puisqu'ils sont composés d'éléments modulaires. Et puis, ils fonctionneront encore très bien avec une chaudière à condensation. Ici, ce sont les radiateurs donc, qui étaient présents dans la maison, qui ont été soigneusement démontés pour être totalement remis à neuf et replacés ensuite. Il y a des entreprises spécialisées qui offrent un service complet pour ça. Donc, ici, c'est l'entreprise Rova. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces entreprises? Les radiateurs sont plongés dans un bain décapant pour enlever la peinture, comme on voit ici sur l'image. Leur étanchéité est testée. Ils sont nettoyés de l'intérieur et puis ils sont remis en peinture à la couleur souhaitée. Sur l'image ici, on voit les radiateurs remis à neuf qui ont été emballés. Voilà, il a bien fallu malheureusement les emballer pour le stockage pour éviter qu'ils s'abîment parce qu'ils sont comme neufs. Et là, ils sont stockés devant la maison pour être réintégrés dans le bâtiment. Alors là, j'aimerais faire un petit focus sur l'aspect financier. Parce que dans ce cas-ci, il me semble que le coût de l'opération ne permet pas vraiment d'économiser par rapport à la hausse de radiateurs neufs. Mais il aurait été vraiment dommage de se séparer de ces radiateurs en fonte, qui ont une valeur esthétique et patrimoniale et qui donnent du cachet à la maison. Un matériau de seconde main, il peut être plus cher qu'un matériau neuf, et même s'il est moins cher à l'achat, ou même gratuit, si on le réutilise dans le bâtiment, il va tout de même demander des frais, que ce soit pour le démonter, l'entretenir, le reposer, éventuellement le transporter s'il faut faire appel à une entreprise extérieure. Et donc, ce sont des frais qui sont variables en fonction du matériau et aussi variables en fonction de si on est soi-même bricoleur ou pas. Et ce sont donc des coûts qu'il faut quand même anticiper. Mais globalement, pour un même coût, souvent un matériau de seconde main qu'un matériau ancien, il peut avoir une qualité supérieure à un produit neuf. Les bois anciens, ils étaient souvent de meilleure qualité, ils étaient mieux séchés, les carrelages anciens étaient souvent plus résistants, etc. Dans la même maison, ici, on a un exemple, donc la cuisine ici a été réalisée au moyen de réemploi et de transformation d'un ancien mobilier de laboratoire de chimie. C'est l'équipe de Design with Sense, donc les mêmes que ceux qui ont travaillé pour notre petit guichet d'information, qui ont ici travaillé à l'adaptation du meuble d'origine dans leur menuiserie. On voit ici dans cette image l'équipe au travail dans la menuiserie et à gauche le beau résultat de la cuisine obtenue. Cet exemple, ça nous permet de faire un petit focus sur l'aspect inventivité. Le réemploi, ça demande souvent de l'inventivité, de l'imagination et de temps en temps, ça peut être donc bien de se faire aider par des professionnels.
Encore un exemple, ici, c'est un exemple d'une extension qui est réalisée au moyen de briques de réemploi. Là, c'est un projet de l'architecte Sophie Beaune, bureau VLA. C'est une ancienne annexe, il y avait une ancienne annexe qui a été démolie pour faire la nouvelle extension. Et donc, il y a tout d'abord les briques de l'ancienne annexe qui ont été récupérées. Mais comme il n'y avait pas assez de briques, le complément a été fait au moyen de briques de seconde main. Et donc, c'est un peu compliqué parce qu'il a fallu trouver d'autres briques qui aient la même hauteur. On pourrait utiliser des briques qui ont des longueurs différentes. Ça, ce ne serait pas trop embêtant, mais pour la hauteur, il faut quand même que tout soit correctement aligné. Et donc, ce sont ici des briques plus récentes que les briques existantes qui ont été choisies. C'est des briques des années 60. On a donc un mélange de briques réemployées in situ et de briques achetées d'occasion. Donc, on voit ici sur l'image qu'il y a deux types de briques. On voit à droite ici le maître d'ouvrage qui compare les briques pour vérifier l'aspect final du mélange. Voilà, utiliser des matériaux de récupération, ça va donc demander souvent plus de temps, de préparation et aussi de pause. Là, il y a eu un travail de démolition soigné, il y a eu un travail de nettoyage des briques existantes, et donc il ne faut pas se décourager. On voit sur la photo en bas à droite le stock de briques et de clinkers, parce qu'il y avait aussi des clinkers notamment qui ont été récupérés. Donc ce stock de briques et de clinkers qui sont soigneusement empilés dans le jardin, dans l'attente d'être réemployés. C'est l'occasion de faire un petit focus sur l'aspect stockage. Parce qu'on le disait tout à l'heure, le problème pour les revendeurs, c'est le stockage, mais c'est aussi le problème en rénovation, tout simplement, le stockage, si on ne sait pas encore quoi faire de l'élément qu'on a démonté. Et il n'est pas toujours évident de trouver une place pour le stocker avant de le réemployer. Encore un exemple. Ici, c'est un exemple de réemploi de marbre. Alors là, il s'agit d'une extension au-dessus d'un bâtiment existant qui est réalisé par l'architecte Claude Sokal, qui est aussi le propriétaire et l'occupant du duplex. Pour le revêtement de façade, c'est du marbre de réemploi qui a été utilisé. En fait, c'est un coup de chance qui a permis ça. Ce n'était pas vraiment prévu au départ. Au moment du chantier, il y a un grand stock de plaques de marbre qui avait été démonté par le groupe Rotor à la gare du Nord pendant le chantier de rénovation de la gare du Nord. On voit à gauche de l'image les plaques qui étaient encore à la gare du Nord. En dessous, on voit les plaques de marbre après nettoyage stockées dans les entrepôts de chez Rotor. Et puis à droite, le résultat final. Résultat, donc, une façade qui est à la fois élégante, presque luxueuse, avec du marbre, mais qui porte en elle aussi une histoire. Ici, un petit focus sur la préparation au réemploi. Donc, la préparation au réemploi, ce sont toutes les étapes nécessaires après qu'un matériau ait été démonté et avant qu'il puisse être réutilisé comme si c'était un matériau neuf. Il y a plusieurs étapes et ici, il me semble que le marbre était déjà préparé par le revendeur, était prêt pour une remise en œuvre immédiate. Les plaques avaient déjà été vérifiées, nettoyées, les cols, les ciments éventuels avaient été enlevés, mais ce n'est pas toujours le cas. Si un matériau est revendu sans préparation, il ne faut pas oublier de prévoir un petit budget ou alors du temps pour ce travail si on le fait soi-même. Il y a certains revendeurs qui proposent un service de réparation séparé, avec une découpe à dimension éventuellement, et le nettoyage et éventuellement la livraison. Alors, un dernier exemple qui est un petit peu moins imagé, c'est un exemple de réemploi de fenêtres. Alors, bon, on ne voit pas très bien malheureusement, mais bon, c'est l'élévation d'une façade à rue. C'est le groupe West Architecture qui a ici opté pour le réemploi de fenêtres de seconde main. Et donc, pour le permis d'urbanisme, l'emplacement des baies a été dessiné en pointillé. C'est assez exceptionnel. En général, tout doit être figé au départ. Mais ici, des zones indiquaient une emprise maximum souhaitée pour les baies, mais pas leur forme ni leur couleur, pour encore laisser libre choix au moment du chantier de voir ce qu'on pouvait trouver comme fenêtre sur le marché. C'est vrai qu'il aurait été compliqué d'acheter des fenêtres de seconde main avant l'obtention du permis, sans même savoir si ce permis était obtenu. Donc voilà, ça c'est l'option qui a été choisie. Et à droite, on voit ici l'ensemble de fenêtres qui étaient disponibles sur le marché de seconde main au moment du chantier. On n'a pas l'image finale, malheureusement, et je pense que le chantier est probablement encore en cours.
Voilà, ce sont des fenêtres de réemploi qui ont été utilisées. Ça nous permet de faire un petit focus sur l'aspect flexibilité, parce que le réemploi, ça nécessite de la flexibilité, d'avoir un minimum de tolérance par rapport aux critères esthétiques. Et on ne trouve pas toujours sur le marché de seconde main exactement ce qu'on aurait souhaité. Donc, voilà. Il faut un petit peu manœuvrer avec ce qu'on trouve au moment du chantier. Et ici, il semble bien que la commune a elle-même fait preuve de flexibilité. Avant de terminer cette partie, un petit exemple un peu différent, parce qu'ici, c'est l'exemple de réemploi de terres d'excavation. Toute nouvelle construction, ça va impliquer l'excavation du terrain, que ce soit pour faire des caves ou simplement les fondations. Mais ces terres, elles posent problème. Elles sont en fait, on ne sait pas quoi en faire. Elles sont difficiles à stocker et en plus, leur transport est polluant. Chaque année, il y a une énorme quantité de terre qui est excavée. La plupart n'est pas polluée, mais finalement, une grande partie est stockée dans des carrières. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de carrières de stockage de terre qui ressemblent à des déserts. Elles sont stockées là et le reste est éventuellement utilisé dans la construction de routes. Ici, dans cet exemple, c'est l'entreprise BC Materials qui réutilise et transforme les terres d'excavation des chantiers bruxellois en matériaux de construction, en terre crue. Donc, ils réalisent avec les terres excavées des chantiers bruxellois différents produits. Il y a ici des briques en terre comprimée, il y a des enduits à l'argile, donc des enduits en terre argileuse, et du pisé. Il y a d'autres expériences similaires qui voient le jour en Europe à grande échelle, notamment à Paris, avec les terres excavées des nouvelles lignes de métro. Ici, ça permet de faire un petit focus sur l'aspect matériaux naturels. Ici, la terre de réemploi, c'est une opération gagnant-gagnant. C'est un matériau qui va assurer une atmosphère saine à l'intérieur du bâtiment, un matériau naturel, mais un matériau qui va être aussi très économe en énergie grise. Et en plus, après utilisation, ce type de matériau peut retourner à la terre et donc c'est finalement un processus à l'infini. Bon, tout est loin d'être parfait et c'est vrai que certains matériaux résistent au réemploi. Parce que les modes et les goûts changent. Donc, on l'avait vu tout à l'heure, il y a des matériaux qui sont intemporels, mais il y en a d'autres qui deviennent obsolètes. Et le groupe Rotor avait fait l'année dernière une exposition à la loge qui rassemblait une collection de matériaux qui sont difficiles à réutiliser. Pas spécialement parce qu'en fait, ils sont difficiles à récupérer ou à démonter dans la pratique, mais plutôt parce qu'ils sont incompatibles, ils sont plus compatibles avec les modes de vie et les goûts d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas être plus puriste que puriste. Le réemploi, c'est très bien, mais ce n'est pas toujours la solution. Après les exemples, quelques outils où se procurer des matériaux de seconde main. La mine d'information, c'est Opalis. C'est un annuaire de revendeurs qui est réalisé par Rotor, qui reprend des revendeurs sur toute la Belgique, mais aussi maintenant sur d'autres pays d'Europe depuis récemment. Donc, vous y trouverez des revendeurs pour acheter des matériaux et ces revendeurs peuvent aussi parfois vous racheter des matériaux si vous en avez en quantité suffisante. On ne va pas pouvoir aller directement naviguer sur le site aujourd'hui par manque de temps, mais allez-y, c'est vraiment très intéressant. Le site, donc vous pouvez faire une recherche au moyen d'une carte ou alors en faisant une recherche par matériaux. Et alors, le site propose aussi de la documentation technique sur tous les matériaux courants et des exemples de réalisation inspirants. Voilà. Pour chaque matériau, il y a vraiment plein d'exemples intéressants. Comme outil, il y a des plateformes d'achat-vente. Alors, il y a celle que tout le monde connaît, qui est seconde main, où là, il y a une rubrique pour les matériaux de construction. Mais il y a aussi Ubrick, qui focalise particulièrement sur les matériaux de construction. Et alors, Rotor, encore eux, mais qui ont aussi créé une petite plateforme d'échange utilisable par tous, où vous pouvez aller
uploader les images et les textes de matériaux que vous souhaiteriez revendre ou alors trouver des matériaux de seconde main. On le disait, il n'y a pas beaucoup de revendeurs qui sont à Bruxelles, mais il y en a quand même quelques-uns, notamment 2. Donc, le magasin de seconde main de Rotor qui est situé à Anderlecht, et ils ont aussi un catalogue en ligne qui est bien fait, donc vous pourrez aller consulter tous les matériaux qu'ils ont en magasin. Et alors, plus récemment, il y a maintenant Batiter qui est arrivé sur le marché, qui pour le moment revend des matériaux de seconde main dans les magasins Carodec, mais qui ont aussi un site qui est, je crois, encore en cours de construction. Alors, que retenir de cette partie? Eh bien, il y a énormément de matériaux sont récupérables, mais il y a certaines questions qui peuvent se poser, comme celle du stockage, celle du temps que ça va prendre, celle du prix parfois. Donc, utiliser des matériaux de seconde main, ça nécessite de bien se préparer, ça nécessite une certaine inventivité, de la flexibilité et surtout de la persévérance. Voilà, mais je vais passer la parole à Sophie pour la dernière partie. Alors, une autre notion importante est celle de l'anticipation de l'évolution du bâtiment. Lors d'une rénovation, on va chercher à anticiper sur les évolutions et à faire en sorte de limiter les déchets liés aux futures transformations. Un premier principe à avoir en tête lors de la conception est de prévoir l'adaptabilité des bâtiments en s'assurant qu'ils puissent être convertis à d'autres usages ou fonctions et qu'ils puissent évoluer selon les besoins de leurs usagers. Pour les logements, par exemple, on imaginera différents scénarios. Ici, le projet conçu par Java Architect prévoit plusieurs phases. Par exemple, la première phase, c'est une maison unifamiliale. Une famille occupe toute la maison et le rez-de-chaussée et le premier étage sera utilisé comme un lieu familial pour des activités communes, lecture, couture, bureau. La maison peut aussi s'agrandir pour accueillir les grands-parents. Scénario 2, 2 appartements pour une famille sans enfants et une famille avec enfants. Lorsque les enfants seront grands et qu'ils souhaiteront quitter le foyer, les occupants pourront mettre en location l'appartement du haut pour une famille avec enfants. Scénario 3, 2 appartements pour un couple et une colocation. Donc à ce moment-là, c'est l'appartement du haut qui pourra être habité par une colocation. Donc, pour permettre cette flexibilité, l'emplacement des gaines techniques, les circulations et le système constructif sont déterminants. Un autre principe à intégrer est celui de la durée de vie des couches de construction. La structure d'un bâtiment a la durée de vie la plus longue, parfois plus de 100 ans. Cette couche sera la moins démontée. Ensuite, on a l'enveloppe du bâtiment et enfin les finitions et les techniques. Ces deux dernières couches devront être remplacées plus rapidement, ce qui rend leur démontabilité d'autant plus importante. Une chaudière ou une cuisine ne dure souvent que 20 ans. Du coup, leur remplacement ou leur démontage ne devrait pas être compliqué et ne devrait pas nécessiter de démolition et certainement pas la démolition des couches plus pérennes comme la structure. Ici, on voit une photo d'un dégât des eaux qui illustre l'importance de l'accessibilité des techniques. Le parquet avait été collé sur des panneaux de bois OSB et il a dû être totalement arraché pour qu'on puisse atteindre les tuyaux défectueux. Et il n'y a pas eu moyen de les démonter ou de les récupérer. Le parquet était inutilisable. Ceci nous amène à un autre aspect, c'est-à-dire la réversibilité des assemblages. Aujourd'hui, nous sommes les rois de la colle et des choses agglomérées. On utilise des colles qui sont bien plus résistantes que les éléments eux-mêmes, ce qui fige les éléments et les rend indémontables et donc irréutilisables. L'idée est donc d'arriver à des assemblages qui permettent le démantèlement des éléments en vue de leur réemploi. Ici, on montre un exemple d'un assemblage d'un parquet où le maître d'ouvrage a imposé dès le départ la contrainte de pouvoir démonter le parquet. Il en résulte un parquet collé sur des plaques de caoutchouc liège avec une colle adéquate qui permettra le démontage a posteriori. Parmi les différents types d'assemblages, on va essayer d'éviter les clous et plutôt privilégier l'utilisation de vis, de broches, d'écrous et de boulons.
On va également éviter les colles et les mastiques et privilégier les liants facilement solubles. Pour faciliter le démontage, il vaut mieux utiliser des fixations courantes et semblables plutôt que des fixations de toutes les tailles différentes. Dans les maçonneries, il est préférable d'utiliser un mortier à base de chaux ou un mortier bâtard, donc à base de chaux et de ciment, plutôt qu'un mortier purement à base de ciment. Parce que le mortier à base de ciment, il est souvent beaucoup plus résistant que la brique, et du coup, il est très difficile de récupérer les briques sans les casser, parce que le mortier va résister et les briques vont se casser. Alors, il y a de plus en plus de producteurs de matériaux qui recherchent des manières de permettre le désassemblage. Et sur le site de Sebaors, on voit un répertoire de produits facilement démantelables, comme par exemple ces briques de parement qui sont assemblées juste à sec, ou bien il y a aussi des exemples de chapes ou un système de cloison. On peut récupérer les montants par après. Il y a aussi tous les produits à base de terre crue dont Hélène a déjà parlé précédemment. Donc, quand en conception, on va essayer de faire des projets qui permettent une évolution dans l'organisation spatiale. On va veiller aussi à l'accessibilité et la démontabilité des éléments, avec une priorité pour les éléments les moins pérennes, comme les techniques et les finitions. Et puis, on va penser à réaliser des assemblages réversibles et démontables. Et pour le dernier chapitre, je laisse la parole à ma collègue Hélène. Oui, merci Sophie. Alors, on l'a vu au long de cette présentation, il y a un grand nombre de solutions pour limiter la production de déchets et réduire l'usage de nouvelles matières premières. Et c'est important, pas seulement pour des raisons écologiques, mais aussi parce que la conservation des éléments, que ce soit leur entretien, leur réemploi, ça va permettre de conserver des témoignages du passé, des éléments qui ont une valeur patrimoniale ou simplement une valeur affective, mais aussi de conserver des savoir-faire artisanaux qui sont aujourd'hui en voie de disparition. Et en plus, les matériaux anciens sont souvent de meilleure qualité que le neuf. Mais pourtant, quand on regarde ce petit graphique issu d'une présentation du bâtiment durable de Bruxelles Environnement, on voit que l'intérêt pour le réemploi a continué à régresser jusqu'en 2006, malgré tous les avantages et les possibilités dont on a parlé. Et ça, c'est essentiellement pour des raisons de facilité, des raisons d'argent et des raisons de temps. Et comme time is money, voilà, plus on démolit vite, plus on gagne d'argent. Donc, le réemploi était encore un petit peu à la traîne, mais depuis, l'Europe a réagi et chaque pays a mis en place des actions et des réflexions. La région de bruxelloise a mis en place le PREC, qui est le plan régional d'économie circulaire, mis en place en 2016. Il vise à donner des objectifs et à mettre en place des incitants. Pas encore des obligations, mais ça va peut-être venir, notamment en priorité, peut-être pour les grands bâtiments ou pour les bâtiments publics. Et donc, Bruxelles agit et il y a un certain nombre d'initiatives qui voient le jour, notamment poussées par la région. Alors, on a déjà parlé pendant la conférence du Opalis, on a parlé de Reuse, on a parlé de la matériothèque, mais il y a aussi du soutien aux entreprises qui veulent faire du réemploi avec le nouveau projet Build Circular qui offre une formation et une aide particulière aux entreprises, c'est Build Circular. Il y a aussi des appels à projets qui récompensent les projets exemplaires, comme Bi-Exemplari, qui a tout un pilier économie circulaire, et avec l'appel à projet Bicircular, tout particulièrement la partie, l'appel à projet s'appelle en fait chantier circulaire, qui récompense les entreprises qui font du réemploi. Et puis il y a aussi la plateforme des acteurs du réemploi, qui est animée par la Confédération Construction. Et cette plateforme, elle regroupe les acteurs les plus passionnés du réemploi, des entreprises, des chercheurs, ça peut être des architectes, des bureaux d'études, tout ça dans le but de faire avancer les choses.
On vous a laissé ici quelques liens, les principaux liens, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous cherchez d'autres informations, si vous avez des questions. Et voilà, c'est la fin de cette conférence. Donc, le réemploi, ça serait bien qu'on s'y mette tous. Et pour conclure, essayons de rénover en considérant les bâtiments comme des mines de matériaux et les déchets comme des ressources. Merci à vous. Merci Hélène et Sophie, super exposé. Alors, je vais partager, attendez un instant, les questions. Il y en a pas mal. Ok, alors est-ce que vous voyez l'écran? Vous voyez les questions? Alors, Oui, on voit les questions. Parfait. on voit les questions. Alors, première question, enfin les 3 premières questions sont du même genre, hein. Donc, cette personne-là demande si vous pouvez leur donner une liste d'entreprises qui vendent ou qui récupèrent les matériaux de construction, que ce soit porte, pierre, panneaux de marbre. Donc voilà. Oui, je pense que cette question, elle a été posée en début de conférence, avant qu'on parle du site d'Opalis. Donc, voilà, mais vous reverrez tout ça sur le PowerPoint que vous pourrez bien sûr avoir. Donc, vous aurez le lien vers le site d'Opalis qui reprend tous les revendeurs en Belgique de matériaux de seconde main. Et donc là, vous pouvez sélectionner par type, soit par la carte en fonction de, voilà, de votre adresse ou encore mieux par type de matériaux. Et là, vous pouvez trouver cette liste. Donc sur Opalis, donc ça va. Sur Opalis, oui. Sur Voilà. Opalis, il y aura vraiment une liste de tous les revendeurs. Parfait, donc on a répondu aux 3 premières questions. Alors, question 4. L'inventaire de l'existant peut-il être fait par des particuliers? Oui, donc là c'est ce que j'expliquais. Il y a la petite brochure qui vous aide, qui vous donne une structure pour le faire. Évidemment, on ne sait pas toujours répondre à toutes les questions, et donc Ariette, je pense que oui. Donc oui, c'est possible, vous pouvez le faire, et puis ça vous donnera conscience des différents éléments à récupérer. Donc ça peut servir de base aussi pour parler avec votre architecte ou l'entrepreneur. Comme ça, vous êtes déjà conscient de ce qu'il y a chez vous. Et HomeGrid peut vraiment vous aider aussi à l'établir si vous avez du mal à le faire. Ok, alors je devrais probablement enlever tous mes planchers au Ré+1 et Ré+2 pour mettre de l'isolant coupe-feu entre les gîtes. Donc les pompiers ne semblent pas accepter le burn stop ou le vernis ou la peinture ignifuge sur le plancher. Les planchers sont vieilles et se brisent. Il serait difficile de les enlever et de les remplacer. Ou avez-vous une technique pour retirer et remettre les planchers existants? Alors là, je vous conseille d'aller voir sur le site reuse.brussels, donc le site dont je vous avais parlé. Et là, ils vont vous donner un tuto. Il y a un tuto pour démonter des planchers. Et il faudra faire des tests. Peut-être que ça va vous donner des indications pour casser moins de planches. Mais parfois, si le bois est trop cassant, il y a parfois il y a pas toujours des miracles non plus. Mais donc, je vous conseille d'aller voir le tuto de reuse.brussels. Ok. Alors, question 6. Pouvez-vous redonner les adresses mail concernant la façon de récupérer les matériaux? Donc là, de nouveau, je pense que la personne posait la question pour reuse.brussels, qui donne les différentes manières de démonter toute une série d'éléments. Sinon, donc, Sur la matériothèque aussi. Et dans la matériothèque. Il y a aussi des tutos, enfin des explications sur certains démontages. Oui, et puis alors, voilà, il y a toujours plein de tutos aussi sur Internet, indépendamment de ça aussi, si c'est pour le démontage d'éléments assez spécifiques. Ok.
Alors, comment nettoyer ou réutiliser son tapis plein? On n'a pas spécialement Je vais juste... de réponse à ça. Il y a des sociétés qui ont développé des tapis pleins qui sont faits de dalles et où on peut remplacer une dalle quand un tapis est endommagé et qu'on ne peut pas le nettoyer. Mais dire comment nettoyer un tapis, ça, il faudrait oui, faire des recherches. On n'a pas de réponse comme ça. Ça va dépendre du type de tapis et de son niveau d'encrassement. C'est du nettoyage plutôt ici. C'est sûr que s'il peut se nettoyer, il peut être réutilisé. Après, s'il est trop sale, il y a un moment où il est plus réutilisable. Là, voilà. Là, malheureusement, il n'y a pas de solution. Ok. Bon, la question suivante, j'imagine, c'est du même genre. Où s'adresser pour recycler les vieilles portes et cheminées? Non, ça c'est Il y a quand même une notion intéressante à avoir, c'est que donc là, déjà, recycler, ça veut dire l'amener dans c'est-à-dire que le matériau même, donc le marbre ou le bois des portes, va être utilisé pour la fabrication d'autres choses. Donc c'est juste au niveau du vocabulaire. Ici, on dirait pour s'adresser pour le réemploi de vieilles portes et cheminées. Donc, c'est juste une petite question de vocabulaire que je voulais aborder. Mais là, pour les particuliers, si vous avez juste une pièce, ben, le deuxième main, c'est la manière la plus simple. Et si vraiment ce sont des portes qui ont une valeur patrimoniale, alors sur Opalis, vous verrez des revendeurs. Et c'est à voir, chaque revendeur a sa politique. Soit c'est juste, vous pourrez aller déposer vos portes et vos cheminées, ou bien ils vont vous le racheter, mais ça, c'est plutôt rare. Ok, alors, est-ce qu'un particulier peut se fournir en matériaux récupérés chez Rotor? Et si inversement, peut-on leur proposer de récupérer quelques pièces d'une habitation ou ne prennent-ils que les lots importants? Oui, mais là, donc, un particulier peut aller se fournir au magasin de Rotor, puisque Rotor a un magasin de seconde main, comme un autre, quelque part. Donc là, il n'y a pas de souci. Inversement, c'est vrai qu'il se concentre plutôt sur la récupération de plus grande quantité. Donc, mais il y a toujours moyen de leur envoyer par mail des photos en leur indiquant la quantité pour voir s'ils veulent le reprendre. Mais ça pourrait être la même chose pour d'autres revendeurs qui sont alors hors de Bruxelles et qui sont sur le site de Opalis. Il y a toujours moyen de leur envoyer des photos, de leur expliquer qu'est-ce que c'est la quantité et de voir si ça les intéresse. Mais peut-être que là, il faut aussi différencier. Il y a le service dépôt-vente de Rotor, où vous pouvez déposer chez eux des matériaux qu'ils vont remettre en vente, ou bien c'est eux, ils viennent démonter pour récupérer les matériaux qu'ils vont revendre. C'est pas tout à fait la même chose. Et pour le deuxième service, donc où ils viennent démonter, récupérer les matériaux que eux vont revendre par après, là il faut quand même des certaines quantités pour qu'ils se déplacent. Ils ne vont pas se déplacer comme ça pour des petites quantités. Ok, très bien. Alors, avez-vous des adresses pour le sablage d'anciens radiateurs? Bon, normalement, on n'est pas trop censé donner des adresses, mais je pense qu'ici, il n'y en a pas énormément sur Bruxelles et celui qui est le plus connu dont on parle dans la conférence, en tout cas, c'est Rova. On ne t'entend pas bien, Hélène. Celui le plus connu dont on parle dans la conférence sur Bruxelles, c'est Rova, R-O-V-A. Mais bon, après, il y en a sûrement d'autres et c'est vrai qu'on ne veut pas faire la publicité pour l'un ou pour l'autre. Mais voilà, celui dont nous, on a parlé, en tout cas, dans la conférence, c'est Rova. Ok. Alors, j'aimerais avoir des adresses de revendeurs. Bon, ça, les adresses, je pourrais éventuellement, peut-être les liens, les repartager à la fin, hein. Voilà. Alors, y a-t-il des faux plafonds et des cloisons RF à récupérer? Mais peut-être on peut réaborder la question sur les garanties. Donc il y a certains matériaux où c'est relativement
enfin, qui n'ont pas besoin de garantie. Mais sur les appareils sanitaires, donc tout ce qui est pour la porcelaine, ben là, il n'y a pas de souci, il y a moyen de les réutiliser. Et pour la robinetterie, ben là, il y a souvent, en tout cas chez certains revendeurs, ils mettent des robinets qui fonctionnent. Est-ce qu'ils peuvent donner une garantie décennale? Ça dépend vraiment en fait des pièces, je dirais. Je sais pas, Hélène, qu'est-ce que tu dirais toi? Non, je ne pense pas qu'ils donnent vraiment des garanties. Par contre, ils vous attestent voilà, qu'ils ont fait un check-up et voilà, que l'élément fonctionne bien. Puis s'il y a un souci, normalement, voilà, vous avez une petite fiche technique qui va avec, mais il n'y a pas forcément une garantie qui vient avec. Donc, c'est vrai que pour certaines, voilà, il y a peut-être certains éléments pour lesquels voilà, on aurait envie vraiment d'avoir une garantie et là, ça sera plus difficile d'utiliser. Et pour d'autres éléments, voilà, comme des finitions, des sanitaires, non, il faut accepter les choses souvent sans une garantie. On pourrait comprendre que l'installateur, en tout cas, ne veuille pas la donner sur l'appareil lui-même si ce n'est pas lui qui n'est pas neuf. Il faut un peu voir et faire la part des choses et accepter des fois qu'il n'y en ait pas. Très bien. Alors, par rapport au plafond et cloison RF. Je ne sais pas, mais techniquement, si elles ont été démontées soigneusement, ça dépend quel type de cloison. Évidemment, souvent les cloisons RF, ce sont des cloisons en plaque de plâtre, des faux plafonds en plaque de plâtre. Là, voilà. Sauf si enfin, le plâtre en lui-même, si vous trouvez des plaques de seconde main, mais je ne crois pas que ça existe tellement. En soi, il n'aura pas perdu ses propriétés, mais après, il y a des cloisons, comme on expliquait, il y a aussi maintenant des grands bâtiments avec des cloisons de bureaux. Et là, il y a peut-être des cloisons et des plafonds RF, des systèmes complets à récupérer. Mais ça je ne sais pas. Il faudrait aller… je n'ai pas encore croisé ça, mais ça se pourrait. Ok. Alors, par rapport à la réemploi des radiateurs en fonte, C'était la même question. Ouais. Que tu as donné, hein. Alors, mis à part les appels à projets, y a-t-il des aides au réemploi des matériaux? Sophie, tu voulais répondre? C'est vrai que pour le moment, par exemple, la prime à la rénovation, elle ne fonctionne pas pour le moment pour le réemploi, en tout cas. Et là, on te perd de nouveau au niveau son. Ah, on voilà. pas bien. Ah, c'est bizarre. Oui, non, pour l'instant, la prime à la rénovation ne fonctionne pas pour le réemploi. Non, c'est les appels à projets. C'est vrai qu'il n'y a pas de prime pour le moment pour ça. Voilà, il y a des discussions qui sont en cours avec des systèmes de diminution de la TVA, des choses comme ça, mais pour l'instant, ce n'est pas encore actif à ma connaissance. Ok. Donc, merci de redonner le nom de l'atelier de réemploi cuisine. Donc, ça, je pourrais afficher à la fin. Là, c'était juste une entreprise, enfin des designers menuisiers qui ont l'habitude de réutiliser des panneaux de réemploi, enfin du bois de réemploi. Il y en a d'autres, hein, mais là, voilà. Donc, ça, c'était Design with Sense. Design? Design with Sense. Ah, with Sense, ok. C'est vrai qu'il faut un peu chercher, mais il y a de plus en plus de menuisiers qui s'intéressent au réemploi. Alors, il est 14 Même s'ils n'ont pas l'habitude, en tout cas, c'est toujours bien d'essayer de leur proposer. Et souvent, les menuisiers, ils ont par essence des stocks dans leur atelier de bois qu'ils ont récupérés. Et donc, en leur proposant de travailler comme ça, ils peuvent être partants. Ok, il est 14h03, on prend peut-être trois questions. Alors, bonjour, j'ai un superbe parquet, voilà, côté avec une sorte de goudron noir sur mon sol en béton. Je souhaiterais isoler phoniquement mon sol pour me protéger de mon voisin du dessous. Mais pour cela, il faudrait fatalement enlever le parquet. Il m'est assez facile de retirer le parquet, mais les résidus de colle restent sous les lattes de bois. Que pouvez-vous me
proposer pour retirer cette colle facilement, plus rapidement que chacune de ces lattes? Sans solution, je serais obligée de jeter le parquet retiré, ce qui nous attriste fortement. Ouais, là, je pense qu'on est un peu dans un cas similaire à le parquet qui avait été collé à la bourse. Et donc, cette colle en goudron, elle est assez nocive pour la santé. Donc, l'enlever, on peut le faire, il y a moyen de le faire, mais voilà, c'est pas évident et ça va donner des émanations toxiques. C'est Rotor de nouveau qui avait étudié ce cas de figure-là. Et eux, ils mettent au point des procédés pour nettoyer des matériaux comme le carrelage, le parquet, tout ça. Donc éventuellement, vous pourriez les contacter parce qu'ils sont en train de mettre sur pied un service de nettoyage, que ce soit du parquet ou des dalles ou d'autres types de matériaux de récupération qui sont collés ou avec un mortier. Oui. En tout cas, dans la question, je vois qu'on cherche une solution plus ou moins rapide. Et là, malheureusement, dans des cas de figure comme ça, je pense que la rapidité, ce n'est pas facile à obtenir et que c'est justement, souvent, il faut être assez patient et les techniques vont être assez lentes. Ouais. Mais ce que je pense maintenant à Rova, qui font aussi les radiateurs, eux, ils ont des bains où ils vont aussi enlever la peinture des bois, par exemple des portes peintes, vous pouvez leur rapporter et ils les trempent dans des bains d'acide. Donc peut-être qu'il y a moyen de trouver... il faudra chercher un petit peu chez les différents revendeurs, enfin des sociétés qui remettent à neuf, comme Rova, comme Rotor ou Bâtiter. Ok. Alors, on prend les 3 dernières questions. Ah, alors, Madame Eva Felka qui dit que je vais apprendre à lire. Bah, je veux bien qu'elle m'apprenne hein, si elle le veut. Hein. Merci beaucoup, Madame Eva. Alors, bonjour, nous souhaitons recycler, mais vivons en appartement. Par manque de temps, par manque de place et de temps, il n'est pas facile d'entreposer et de rénover la matière première. Qu'en pensez-vous? Oui, en effet. Ben, on en a parlé évidemment dans le webinaire. Le problème, ça peut être la place, parce que voilà, si on ne remet pas en place directement ce qu'on a démonté, qu'on souhaite l'entreposer pour plus tard, c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que ça peut être un frein. Voilà, pour l'instant, il n'existe pas de solution gratuite de dépôt, d'entreposage pour des particuliers. Et donc, Voilà. oui. C'est pas toujours évident d'aller trouver la place. Je dirais que c'est effectivement un grand frein, c'est la place et la place. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a des plateformes, il y a Facebook, des donneries ou des deuxièmes mains où assez vite, on peut trouver des éléments ou se débarrasser de certains éléments par ce biais-là. Donc, ça peut un petit peu compenser le manque de place, enfin, le fait d'essayer de ne pas devoir stocker pendant trop longtemps des matériaux. En tout cas, c'est un élément à prendre en compte assez tôt pour voir comment on peut organiser son chantier pour éventuellement laisser une partie pour plus tard qui serve un peu de stockage et de pièces de roulement. Et oui, ça prend du temps. C'est sûr que voilà, Okay. Ça prend plus de temps qu'aller acheter quelque chose de tout frais, tout neuf sur Internet et de le faire livrer le jour où on en a besoin. Ça, c'est certainement, ça peut poser un problème. Ok, on prend une dernière question, peut-être la 18, parce qu'il est déjà 14h08. Alors, possible de récupérer les gaines techniques pour la mise en norme de l'électricité? Je ne sais pas ce qu'on entend par gaine technique, si ce sont les tubes dans lesquels passent les câbles électriques. Ça serait vraiment à voir au cas par cas avec votre électricien
en fonction de ce qui est prévu. En soi, des tubes, ça peut être récupérable, même si les câbles n'ont plus la bonne épaisseur par rapport aux normes actuelles. Mais ça, c'est vrai qu'il faudrait voir au cas par cas avec votre électricien. En tout cas, c'est toujours intéressant de discuter avec votre entreprise dès le début de votre intérêt pour le réemploi et de voir avec l'entreprise qui va travailler sur le chantier quelles sont les possibilités. En tout cas, de lui en parler et de discuter avec lui assez tôt pour voir ce qui est possible. Ok, on va peut-être arrêter là. Il est déjà 14h09. Merci beaucoup à vous deux pour cet exposé, pour avoir répondu aux questions. Alors, pour les personnes qui n'ont malheureusement pas eu de réponse à leurs questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail. Bien, vous pouvez toujours nous appeler. N'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines conférences. Donc, demain, nous aurons une présentation d'un autre conseiller de HomeGrid qui va nous parler d'énergie solaire photovoltaïque. Donc, c'est toujours à 13h sur Zoom. N'hésitez pas à vous connecter et n'hésitez surtout pas à remplir notre enquête de satisfaction. Et pour Madame Eva Felkay, j'apprendrai à lire d'ici demain. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.